On va plus loin à présent dans l'essentiel avec Niagale Bagayoko, directrice de l'African Security Sector Network. Bonjour Niagale. Bonjour. Et Bruno Darou, chroniqueur international ici à France 24. Bonjour Bruno. Bonjour Raphaël. Au sommaire, l'Iran avec à sa tête un nouveau leader. Mojtada Khamenei succède à son père comme guide suprême. Une transition héréditaire, la première depuis la révolution, qui fait grincer des dents et mécontente fortement Américains et Israéliens. Emmanuel Macron lui vient au contact des autorités chypriotes en première ligne face à Téhéran et des militaires français déployés dans la zone. Le président français qui l'assure, le conflit au Moyen-Orient est susceptible de durer. C'est tout de suite, on va plus loin. Dixième jour de guerre en Iran, une guerre partie pour durer. Non, si l'on en croit Donald Trump à l'instant, le président américain qui, chez nos confrères de CBS, l'affirme, la guerre est quasiment finie. Est-ce du wishful thinking, comme on dit en anglais, une forme de pensée magique autoréalisatrice? En tout cas, le pouvoir iranien vient d'adresser un signal clair à Washington, mais aussi à Israël, en choisissant Mojtada Khamenei pour succéder à son père comme guide suprême. C'est un dur proche des gardiens de la Révolution qui va mener donc désormais les hostilités. Hier soir, un visage apparaît à la télévision d'État iranienne, celui de Mojtada Khamenei, désigné officiellement nouveau guide suprême. Très rapidement après l'annonce, scène de liesse dans les rues de Téhéran. Ses pro-régimes saluent sa nomination 9 jours après l'élimination de son père, l'ayatollah Ali Khamenei. Dieu merci, nous avons un nouveau guide. Nous avons toute confiance en lui pour venger le sang de son père et ne pas faire de compromis avec l'Amérique. Dans un autre quartier de Téhéran, les voix de ces femmes se répondent et résonnent. « Mort à Mojtaba » crie-t-elle. Mojtaba Khamenei, 56 ans, est le deuxième fils du défunt Ali Khamenei. Personnalité discrète, longtemps restée dans l'ombre de son père, et aujourd'hui désigné par les 88 religieux de l'Assemblée des experts. Réputé proche des gardiens de la Révolution, il incarne comme son père la ligne dure. C'est quelqu'un évidemment du sérail, de l'intérieur, qui est très proche, qui était très proche de son père et qui a les mêmes réseaux que son père. Ces dernières années, il occupait un rôle clé dans les hautes sphères du régime. En témoignent ces télégrammes de la diplomatie américaine qui soulignent son influence. L'homme de pouvoir derrière les robes des religieux et rapporte même qu'il aurait mis son propre père sur écoute. Donald Trump condamne cette intronisation, lui qui exigeait d'être associé au choix du nouveau leader. Israël promet de son côté de l'éliminer comme son père. Les gardiens de la Révolution ont immédiatement prêté allégeance au nouveau guide. En témoigne cette image diffusée par la télévision d'État, un missile avec écrit « Sous ton commandement, Mojtaba ». Propagande ou pas, on ignore si l'image est vraie. Les présidents chinois et russes, soutiens indéfectibles de l'Iran, saluent le nouveau guide suprême. Niagale Bagayoko, alors il est dans la lignée des Saïds, ça veut dire aux yeux en tout cas de la communauté chiite, un descendant direct du prophète, mais ce n'est pas un grand ayatollah, contrairement à son père, contrairement aussi à l'ayatollah Khomeini. Ça indique un changement dans la nature même du pouvoir en Iran. Ça indique une recomposition et sans doute encore un rapprochement du côté des gardiens de la Révolution plutôt que du clergé, en réalité, à mon avis. Ça démontre aussi que quelqu'un qui a agi dans l'ombre a eu aussi une grande influence politique. On a beaucoup parlé notamment du rôle qu'il avait joué dans l'élection d'Ahmed Ahmadinejad, dont on se souvient, qui était un dur du régime, mais également dans le mouvement vert en 2009, qui avait été particulièrement sanglant en termes de répression. Et il est accusé d'y avoir pris une part active. Cette recomposition que l'on peut voir se profiler laisse différentes options en réalité sur la table, c'est-à-dire soit un durcissement qui est celui qui est affirmé, soit peut-être une façon de dire nous pourrons éventuellement discuter, mais certainement pas dans le cadre d'une capitulation sans aucune discussion. Et voilà, c'est vraiment la question, cette proximité avec les gardiens de la Révolution qui daterait de la guérilla en Irak, dans laquelle il était lui-même engagé et d'où il tirerait sa légitimité. Elle annonce
Pragmatisme ou jusqu'au boutisme, d'après vous, Bruno Darroux? Écoutez, je vais vous faire une réponse de Normand. Alors, peut-être d'abord du jusqu'au boutisme, c'est-à-dire que dans cette période où Donald Trump pensait que le régime allait s'effondrer rapidement, visiblement le régime tient pour l'instant, mais essentiellement grâce à ses organes sécuritaires, et en particulier les gardiens de la Révolution. Et comme il y a un peu le feu à la maison, souvent on se radicalise pour essayer de tenir bon jusqu'au bout, malgré les dangers. Après, il faut noter quand même que on dit qu'il a été choisi assez rapidement, mais enfin, il a fallu 4-5 jours au fameux Conseil des experts de 88 religieux, élus au suffrage universel. Ça veut dire que les gens ont voté. Pas forcément en nombre. Voilà, si, en nombre, mais sous contrainte sans doute. Toujours est-il que, apparemment, ça n'a pas été si rapide que ça. On sent que c'est, comme beaucoup de régimes autoritaires qui sont en difficulté ou sur le point de tomber, ça c'est trop tôt pour le dire, il y a des dissensions internes, il y a des débats. Là, visiblement, c'est lui qui l'a emporté au final. Évidemment, on ne connaît pas le détail, mais le fait que ça ait pris 5 jours indique quand même des dissensions internes. Après, sur le côté un peu dynastique, parce que ça a beaucoup été dit, mais on rappelle quand même quand, il y a 1 an et demi, oui, quasiment 2 ans, en 2024, son père, en fait, n'avait pas souhaité que ce soit son fils qui lui succède si jamais il devait lui arriver quelque chose. Ils avaient déjà élaboré des scénarios en cas de disparition du guide. Donc bon, c'est pas forcément quelque chose de hyper dynastique. C'est plus, je pense, effectivement, ces liens très rapprochés avec les gardiens de la Révolution qui expliquent ce choix. On peut noter aussi qu'on annonçait en début de journée un discours à la nation iranienne. Bon, la télévision d'État iranienne n'a toujours pas diffusé cette intervention et certaines informations faisaient état du fait qu'il était peut-être blessé. Alors peut-être lors de l'attaque contre son père, mais qui a tué d'ailleurs aussi son épouse, son fils. Bon, donc autant dire que c'est un homme blessé, meurtri en tout cas, qui prend la tête d'un pays en total déséquilibre. En total déséquilibre. Mais ça ne veut pas dire que le système a dit son dernier mot. C'est ça. Oui, alors Donald Trump, lui, qui avait catégoriquement exclu Mojtada Khamenei la semaine dernière de la succession, le qualifiant de poids-plume, revendiquant d'ailleurs lui-même, le président américain, son mot à dire, un choix effectivement dans cette succession, dit à l'instant que pour lui, la guerre est quasiment finie. Comment interpréter cette déclaration? Alors, on n'a pas le contexte, il vient de la faire à nos confrères de CBS. Est-ce une sortie un peu fantaisiste, comme on en a l'habitude avec Donald Trump, ou est-ce qu'il y a un désir désormais de se sortir de cette guerre avant qu'elle devienne un bourbier pour les Américains, d'après vous? Mais je pense que tout dépend du sens que l'on donne au mot de guerre. Si l'on regarde les rapports de force d'un point de vue militaire, il n'y a évidemment aucune commune mesure entre les moyens dont dispose l'Iran, qui sont, on le voit, relativement conséquents, mais qui quand même sont incomparablement inférieure à la puissance américaine doublée de la collaboration active avec Israël. Mais on voit très bien que la guerre que mène l'Iran se fait sur d'autres fronts. Elle s'est déplacée notamment sur le plan économique et sur le plan énergétique. Et est-ce que de ce point de vue-là, la guerre est proche d'être gagnée? On en est sans doute très loin. Donc sans doute, Donald Trump fait-il référence à l'incroyable puissance militaire américaine inégalée et inégalable, mais c'est aussi peut-être pour lui un moyen de rassurer son opinion publique qui commence à voir dans sa vie quotidienne, à travers l'augmentation notamment des prix à la pompe, que ce conflit a des répercussions négatives dont finalement ils n'ont pas envie d'entendre parler. Il avait fallu 12 jours de guerre l'année dernière pour que Donald Trump sonne la fin des hostilités et force la main de Benyamin Netanyahou. Là, on est à 10 jours. Bruno Darroux, pensez-vous qu'on s'approche d'un scénario semblable? Écoutez, avec Donald Trump, encore une fois, vous l'avez dit, tout est possible. On va attendre, il doit donner une conférence de presse dans quelques heures, sa première conférence de presse depuis le début de cette intervention. Ce sera à suivre sur France 24, d'ailleurs. Voilà, absolument, c'est à 22h30 heure française, de mémoire. Donc ce sera sa première conférence de presse
depuis... 22h30 heure française, nous confirme-t-on en régie, tout à fait. Voilà, Oui. ça s'affiche à l'écran. Première conférence de presse quand même depuis le début de cette intervention militaire. Alors, s'agit-il d'une boutade ou Donald Trump se dit-il qu'entre les risques, effectivement, sur le marché des hydrocarbures et donc sur, effectivement, comme Niagalé le disait, sur le prix de l'essence à la pompe. Alors, on dit que le gallon aux États-Unis, ça fait environ presque 4 litres, hein, a pris quand même 46 cents en 10 jours. Donc, c'est quand même une augmentation assez considérable. Et évidemment, ça pourrait s'aggraver, notamment en cas de prolongation du blocage du détroit d'Ormuz. Il y a les élections qui approchent. Est-ce qu'il s'est dit, je vais m'arrêter là? C'est ça qui est toujours très bizarre chez Donald Trump. C'est qu'effectivement, vous le disiez avant le plateau, il ouvre beaucoup de choses. Et puis, en fait, il achève peu de choses. Il obtient des cessez-le-feu, mais pas d'accord de paix. Et surtout, son intervention en Iran le prouve encore une fois, on ne voit pas quel est l'objectif final. Autant les Israéliens, on peut voir quel est leur objectif final, leur sécurité et, si possible, la fin de ce régime. Donald Trump, franchement, si quelqu'un peut m'expliquer quel est l'objectif final de cette intervention, eh bien, chapeau. Et donc, il y a des intérêts économiques, il y a la fenêtre d'opportunité, il y a les calculs de politique intérieure. Mais vous voyez, c'est ce qu'on appelle, certains spécialistes appellent les guerres d'intervention, qui ne sont pas d'ailleurs validées par l'ONU, etc., et qui, du coup, se déroulent effectivement de manière totalement opportuniste, mais sans objectif clairement défini. Parce que même l'intervention des États-Unis en Irak, en 2003, avait au moins une finalité idéologique. C'était les néoconservateurs qui voulaient, à l'époque, c'était la démocratie. Le régime change, etc. Bon, ça a été un fiasco, mais enfin, au moins, il y avait quelque chose d'à peu près cohérent, sauf qu'il n'avait pas prévu la suite. Alors là, Donald Trump, il n'a pas non plus prévu la suite. On a l'impression que ce n'est pas du tout son problème, même s'il a fait une fameuse vidéo où il explique aussi à ses électeurs, essentiellement, que finalement le peuple iranien va pouvoir accéder à la liberté, mais on sent bien que ce n'est pas du tout son objet principal. Donc, pour répondre à la question, je pense que personne ce soir ne peut dire, malgré cette déclaration de Donald Trump, si la guerre est finie ou pas. Alors, peut-être d'un point de vue militaire, effectivement, mais ça doit être au désagrément des Israéliens. Je pense qu'une nouvelle fois verrait une forme de... alors, non pas coitus interruptus, comme on dit, mais enfin de choses qui s'achèvent de manière totalement en plein process, quoi. Et ce qui semble aller d'ailleurs dans votre sens, c'est que les informations qui tombent au moment où nous parlons, Donald Trump aurait donc estimé chez nos confrères de CBS que la guerre était... presque terminé pour lui, et il s'en serait entretenu d'ailleurs avec Vladimir Poutine, à qui il aurait fait part d'un projet de proposition pour aller vers une fin de la guerre rapidement, proposition que le Kremlin dit... En Iran, et pas du tout en Ukraine, en Iran, et que le Kremlin dit partager. Oui. Alors, il ne faut pas oublier qu'on est quand même sur un changement de position, parce que hier ou avant-hier, peut-être, Donald Trump n'excluait pas le déploiement de troupes au sol. Ouais. C'était ce qui était quand même un événement majeur, étant donné la doctrine américaine qui se cantonne de plus en plus à des campagnes essentiellement aériennes ou aéronavales. Donc, il y avait cet élément-là. Il avait également dit que cela permettrait de prendre le contrôle des stocks d'uranium enrichi. Parce qu'il présente aussi aux Américains ce combat comme un moyen de protéger son peuple d'une potentielle attaque nucléaire américaine. Donc ça fait partie des objectifs qu'il brandit. Pour ce qui est de Vladimir Poutine, c'est très intéressant parce qu'il joue une partition, tout comme Volodymyr Zelensky d'ailleurs, sur ce conflit iranien. Il reste proche quand même de son allié, même s'il n'y a pas d'action concrètes qui sont mises en place, mais il y a au moins une rhétorique de soutien qui fait pendant à ce que l'on a vu du côté ukrainien, qui a proposé aux Américains une aide pour aider à contrer les drones iraniens que la Russie a
tant utilisés justement pour les combattre. C'est intéressant aussi de voir que Donald Trump cherche, une fois encore, à essayer de s'inscrire dans une sorte de concert des nations, de concert des grandes puissances internationales qui pourraient s'accorder pour rétablir un ordre au niveau régional. En tout cas, on n'a pas plus d'éléments à l'heure où nous parlons, mais enfin, imaginez la Russie comme médiateur presque entre les États-Unis et l'Iran, ce serait quand même un grand renversement de situation dans la. Oui, et dans la d'ores et période déjà, actuelle. on peut quand même noter, Raphaël, que avec cette intervention militaire qui a donc entraîné de facto le blocus du détroit d'Ormuz, c'est déjà une très bonne affaire pour Vladimir Poutine, puisque la demande pour le brut russe est en train d'augmenter fortement. Donc, en fait, la décision de Donald Trump d'intervenir militairement en Iran est en train d'aider la Russie à financer son effort de guerre en Ukraine. À un moment où, budgétairement, d'ailleurs, la Russie était à l'os. Donc, voilà. oui. Donc, oui, on comprend que Vladimir Poutine puisse dire presque merci Donald, franchement. Et tout en pour rebondir sur ce que vous dites, tout en proposant avec la plus grande ironie aux Européens de leur fournir également des hydrocarbures dont ils pourraient avoir besoin s'ils en faisaient la demande, alors qu'on sait que justement ils sont désormais contraints de ne pas le faire. Autre actualité aujourd'hui, toujours dans cette région du Proche-Orient, c'est Emmanuel Macron qui lui plaide toujours pour l'accalmie. Le président français a fait escale à Chypre avant une visite au porte-avions Charles de Gaulle déployé en Méditerranée orientale. Chypre visée la semaine dernière par des drones iraniens sur une base britannique. La France a envoyé sur place sa frégate Languedoc. Écoutez le président français. Nous nous mettons en situation de pouvoir durer et je pense que rien n'indique que cette guerre cessera dans les jours à venir. Et donc cette guerre, je pense, durera à coup sûr dans cette phase intense, en tout cas plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines. Et tout dépend aussi de la clarification que les uns et les autres font sur leur objectif final et au fond ce qu'on appelle l'effet final recherché. Je ne pense pas qu'on puisse avoir des changements profonds de régime, de système politique uniquement par des bombardements. Voilà, alors cette guerre durera, on n'en est plus tellement sûr depuis que Donald Trump a donc livré à CBS sa dernière analyse de la situation, lui qui estime que la fin de la guerre est imminente. Alexia Kefalas, vous êtes avec nous en tout cas en direct d'Athènes. Cette visite d'Emmanuel Macron, elle a beaucoup d'écho sur place? Oui, beaucoup d'échos en Grèce, mais aussi à Chypre, parce qu'il faut comprendre que quand il y a eu cette attaque de drone, certes sur une base militaire britannique qui a explosé en faisant seulement des dégâts matériels, eh bien, il y a toute la région, et notamment donc, Chypre évidemment, mais aussi la Grèce, qui ont été mises en état d'alerte. La Grèce a immédiatement envoyé des frégates, des chasseurs de type F-16, mais aussi la France, avec cette frégate Languedoc, et aussi avec le Charles de Gaulle qui est arrivé en Crète. Et donc c'était vraiment important pour les Chypriotes de recevoir Emmanuel Macron. C'est quelque part rassurant. Il faut comprendre qu'à Chypre, il y a souvent des alertes sur les téléphones dès qu'un drone militaire s'approche de l'île, parce que il suffit de prendre une carte pour comprendre où est situé Chypre, donc très très près de du Proche-Orient. Et c'est la raison pour laquelle c'est assez tendu sur place, sans compter les annulations touristiques et toutes les circulaires gouvernementales européennes qui déconseillent de rester à Chypre. C'est la raison pour laquelle ils étaient vraiment très contents, non seulement à Chypre, mais aussi tout à l'heure en Grèce, sur la base militaire de Souda, sur le porte-avions Charles de Gaulle. Grecs et Chypriotes se sentent effectivement rassurés par la visite du président français. Ce soutien, il apporte aussi quelques contreparties à la France. Oui, évidemment, et beaucoup de contrats d'ailleurs. Pourquoi? Parce que la Grèce a déjà commandé et reçu beaucoup de rafales de la part de la France. Elle a aussi commandé des frégates. D'ailleurs, l'une des frégates qui a été fabriquée à Lorient venait tout juste d'arriver à Athènes, et elle s'est dirigée donc vers Chypre. Elle est en train de voguer autour de Chypre. Donc effectivement, c'est déjà l'une des choses. D'autres frégates devraient être commandées à la France bientôt, mais aussi de la part de Chypre. 70% du programme SAFE, qui était le programme européen d'armement de Chypre, iront faire des commandes à la France. Alors c'est important parce que les Chypriotes sont clairs, ils ne veulent plus des Britanniques, ils ne veulent plus des bases britanniques. Ça fait la une d'ailleurs de la presse chypriote aujourd'hui. Dehors les bases britanniques, pouvait-on lire. Et d'ailleurs c'est assez
révélateur quand on voit la presse chypriote ressortir des dossiers en affirmant que les Anglais n'ont pas payé, ils n'ont payé qu'un seul loyer de location de ces bases depuis leur arrivée à Chypre, c'est dire les millions d'euros qu'ils devraient à Lille. Donc tout ça, évidemment, c'est en réaction parce que la protection britannique était très très faible après ces attaques, mais d'un autre côté, celle de la France était importante. C'est la raison pour laquelle la base navale de Marie est en pleine rénovation pour accueillir notamment des frégates françaises. Il y a le sentiment sur place, Alexia, qu'on est dans un contexte de guerre. On ne peut pas le cacher. Alors même si, évidemment, il y avait les apparences. Tout à l'heure, le Premier ministre grec et le président chypriote n'avaient pas de cravate, pas de tapis rouge non plus sur la base. D'ailleurs, c'est ce qui a poussé Emmanuel Macron, et pourtant il est descendu de l'avion jusque sur le tarmac avec sa cravate, et c'est ce qui l'a poussé à enlever sa cravate. Alors oui, certes détendu, on est là en forme de défense, mais il y a une question qui se pose. Après, notamment la visite du Charles de Gaulle tout à l'heure en Crète, en Grèce, donc, c'est effectivement, il y a une vraie solidarité européenne autour de Chypre. Il y a des frégates qui sont venues aussi d'Espagne, d'Allemagne, d'Italie. Il y a des systèmes marins aussi des Pays-Bas. Il y a ces fameuses frégates françaises et donc ce porte-avions Charles de Gaulle. Mais qu'est-ce qui se passe si, l'une de ces frégates est attaquée, volontairement ou pas ? Il faudra répondre. Alors qu'est-ce qui se passe si on répond ? Les Chypriotes et les Grecs ne veulent pas entrer en guerre. La France, elle l'a affirmé, bien entendu, qu'elle ne veut pas non plus entrer dans cette guerre. Mais il faudra bien répondre si l'une de ces frégates est attaquée. C'est la raison pour laquelle, ça reste tendu malgré les sourires. Merci Alexia Kefalas avec nous en direct d'Athènes. Fragile équilibre en effet, Niagale Bagayoko, pour la présence française qualifiée officiellement de défensive au plus haut niveau de l'État. Elle pourrait bien être entraînée dans ces hostilités en cas de nouvelle agression contre Chypre, la Grèce ou l'un des partenaires du Proche-Orient auquel la lie un accord de défense mutuelle. En réalité, cette intervention, cette visite d'Emmanuel Macron a posé 3 axes de la position française. D'abord, la solidarité européenne, notamment dans le cadre de l'accord du traité de l'Union européenne avec ce fameux article 42.7, parce qu'il faut rappeler que Chypre n'est pas membre de l'OTAN, donc que cet article a une importance particulière. Tous les pays européens, dont les noms ont été rappelés, n'ont pas autant de capacités aéronavales que la France. Donc ça, c'est un premier axe très important. Le deuxième, c'est la réaffirmation de sa solidarité et de l'engagement à respecter les accords de défense conclus avec les pays du Golfe, le Koweït, les Émirats arabes unis, le Qatar. L'engagement a été repris. Et puis, il y a aussi cette sécurisation maritime sur 3 théâtres, en fait, qui est d'abord le théâtre méditerranéen, d'où l'importance qui a été accordée au rôle du Liban, qui a été rappelé avec force par le président de la République. La mer Rouge également a été mentionnée. Et enfin, le détroit d'Ormuz. Donc on voit qu'on se situe dans une stratégie relativement bien équilibrée qui s'appuie sur des dispositifs existants, notamment le dispositif Aspides qui existe d'ores et déjà en mer Rouge. C'est la rançon pour la France, Bruno Darroux, d'être la première puissance militaire du continent avec ce sous-marin à propulsion nucléaire, ce Charles de Gaulle. Elle nous place de facto en deuxième ligne derrière les Américains et les Israéliens, en rempart des États du Golfe. C'est la rançon ou c'est l'opportunité pour Emmanuel Macron, parce qu'effectivement, comme il l'a rappelé d'ailleurs sur le Charles de Gaulle tout à l'heure, la France a une vraie capacité de projection. Le seul pays européen qui est à peu près la même, c'est le Royaume-Uni. Mais visiblement, concernant Chypre, on a entendu Alexia Kefalas, ils n'ont pas réagi. C'est assez bizarre d'ailleurs. Et Keir Starmer, le Premier ministre britannique, a été très critiqué par la presse outre-Manche. Emmanuel Macron, lui, a vu là l'occasion de réaffirmer à la fois l'un de ses credos, l'autonomie stratégique nécessaire de l'Europe. Et comme la France en a un peu les moyens par rapport aux autres, il déploie cette petite armada avec effectivement... Niagale a rappelé les différentes missions et en insistant sur le fait que, c'est là où ça se complique un peu, on est un peu sur une ligne de crête, que la France était dans une posture purement défensive et qu'elle ne participait pas et qu'elle ne participerait pas au conflit en cours. Mais comme le disait Alexia depuis Athènes tout à l'heure, que se passera-t-il si l'un des pays amis de la France dans le Golfe est très sévèrement attaqué, ou une base française dans la région est attaquée?
nous allons réagir, puisque nous nous y sommes engagés et nous avons le dispositif en place, parce qu'à ce moment-là, nous ne serons pas considérés à ce moment-là par Téhéran, par exemple, comme devenant offensifs. C'est toute la ligne de crête, mais Emmanuel Macron a jugé qu'en termes d'affichage et de mise en pratique de ses convictions, et aussi du fait que, du coup, la France apparaît un peu comme leader en Europe, bon, on va dire que faute, c'était plutôt une bonne opération. Après, il faut quand même rappeler que les Européens sont des spectateurs un peu impuissants dans cette affaire, mais Emmanuel Macron a trouvé là l'occasion de s'occuper intelligemment de tout ce qui est la périphérie, c'est pas un très bon terme, mais où les conséquences potentielles de ce conflit. On pense parmi les conséquences aussi aux conséquences économiques. L'idée, en tout cas, lorsqu'a été annoncé l'envoi du porte-avions Charles de Gaulle et aussi des différents moyens défensifs sur place, l'idée était de permettre notamment d'escorter les navires qui passe par le détroit d'Ormuz. Est-ce que cette mission, elle peut vraiment être opérationnelle demain, Négalé Bagayoko, quand on sait que les navires eux-mêmes et les armateurs sont extrêmement réticents aujourd'hui à pratiquer dans cette région? Elle est extrêmement périlleuse. Les assureurs le sont encore plus. Le trafic semble largement compromis aujourd'hui, avec des répercussions qui sont importantes pour la France et pour l'Europe, mais qui le sont encore plus pour l'Asie. On parle beaucoup de la Chine, mais un pays comme le Japon, par exemple, est extrêmement affecté par ce qui se passe dans le détroit. Donc cette idée d'escorte, elle est valable jusqu'au moment où un pétrolier est véritablement attaqué, explose et... Est-ce que l'on pourra continuer à poursuivre ce type d'accompagnement? Rien n'est moins sûr. Alors, d'ailleurs, Emmanuel Macron a précisé que concernant, si on a bien compris, cette espèce de coalition intergouvernementale qu'il voulait monter pour le détroit d'Ormuz, il a bien dit que ce n'était pas pour aujourd'hui, puisque les conditions n'étaient pas réunies. Ce serait quand les tirs, les combats, en quelque sorte, auraient cessé, que cette coalition pourrait, de manière pacifique, là aussi c'est assez ambigu quand même, garantir la sécurité des conteneurs. Mais il ne dit rien de la manière dont, notamment, on va réussir à empêcher la flotte des gardiens de la Révolution, même si Donald Trump expliquait que cette flotte était quasiment déjà détruite, empêcher donc ces gardiens de la Révolution, notamment dans le port de Bandar Abbas, de continuer à perturber le trafic. Parce que si à un moment il faut agir, il faut y aller militairement contre alors notamment ces installations portuaires des gardiens de la Révolution. Si on comprend bien Emmanuel Macron, ce ne sont pas les Français qui feraient ça. Et juste vraiment pour conclure très rapidement, ça rappelle quand même le problème de la coalition des volontaires en Ukraine qui ne peut exister que s'il y a un cessez-le-feu. Et là, un tel accompagnement ne pourra se produire que dans ce cas-là. Effectivement, belle analogie. Merci beaucoup Négalé Bagayoko, merci Bruno Darou. On va plus loin, c'est terminé, mais on se retrouve nous dans un instant. Ce sera la suite de l'essentiel. Nous reviendrons sur les conséquences, bien sûr, de cette situation, cette fois pour Dubaï. Est-ce la fin du rêve dubaïote? C'est à suivre. Faites un tour complet de l'actualité dans l'Actu 360, aux côtés de Claire Hildebrand. Tous les faits, toutes les clés pour décrypter l'actualité. Je vous retrouve tous les soirs dans l'Actu 360, en direct sur France 24. Prenez soin de ceux que vous aimez en regardant la météo avec Pierret Portes et Fenêtres et sa garantie totale de 20 ans. www.pierret.net.